que le 31 mars 2020 nous fera un coup KO. Un coup KO. À 78 ans, Alassane Ouattara va donc remonter sur le ring. La retraite attendra. Le président ivoirien brigue un 3e mandat. Il avait promis de se retirer, mais est revenu sur sa décision après la mort, le 8 juillet, de son successeur désigné et Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Sa candidature a déjà suscité des manifestations, des violences et plusieurs morts. Nous ne voulons plus de Ouattara, nous ne voulons plus de lui. 3e mandat de Ouattara, nous n'en voulons plus. Mais cela ne semble pas effrayer celui qui, après avoir longuement attendu son heure, ne semble pas prêt à sortir de l'histoire. Sa carrière politique est étroitement liée aux convulsions du pays. Alassane Ouattara, une histoire ivoirienne. Alassane Ouattara est né à Dimbokro, dans le centre de la Côte d'Ivoire. Il passe sa scolarité à Ouagadougou, en Haute-Volta, l'actuel Burkina Faso. Après son bac, il décroche un doctorat en sciences économiques à l'Université de Pennsylvanie aux États-Unis. Ce sésame lui ouvre les portes du Fonds monétaire international. Après un passage par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, émettant le franc CFA sous-régional, il revient au FMI. L'économiste se fait un nom et suscite l'intérêt de Félix Houphouët-Boigny, le président ivoirien, dont le pays est alors en plein marasme économique. Ce dernier charge le haut fonctionnaire de redresser les finances de la Côte d'Ivoire. Sa recette, des privatisations en série et une cure d'austérité qui passe mal auprès des populations. Alassane Ouattara sera le seul et unique Premier ministre de Félix Houphouët-Boigny. Dans l'ombre du vieux président, âgé et malade, il se fait une place et vise la conquête du pouvoir. Nous venons d'apprendre ce matin l'information la plus cruelle de notre histoire nationale. Le père de la nation, notre chef d'État bien-aimé, n'est plus. 7 décembre 1993. Félix Houphouët-Boigny, le père de l'indépendance et meilleur ami de la France sur le continent, meurt. Ses héritiers se déchirent alors sa succession. Henri Konan Bédié remporte le premier round en assurant l'intérim de la présidence. Alassane Ouattara, écarté du pouvoir, retrouve le FMI, où il est nommé directeur général adjoint. Une première pour un Africain. Alors qu'il continue de construire son réseau international, qui va, à Paris, de Martin Bouygues à Nicolas Sarkozy, à Abidjan, Alassane Ouattara se retrouve vite au cœur du chaudron politique ivoirien. Pour l'exclure du jeu, ses adversaires remettent en cause sa nationalité au motif qu'il se serait prévalu de la nationalité burkinabé. Cette ligne xénophobe aboutit en 1994 au vote par l'Assemblée nationale d'un nouveau code électoral qui prévoit que nul ne peut être élu président de la République s'il n'est ivoirien de naissance, né de père et mère eux-mêmes ivoiriens de naissance. Ce concept, l'ivoirité, est développé par Henri Konan Bédié. En 1995, ce dernier remporte la présidentielle boycottée par Alassane Ouattara et son allié de l'époque, Laurent Gbagbo. Le fait d'avoir fait une constitution qui commençait à vouloir exclure telle personne parce qu'elle n'est pas au pays, telle personne parce qu'elle doit faire ceci, cela, commençait déjà à agacer les gens. Les controverses autour de l'origine d'Alassane Ouattara illustrent les tensions identitaires qui déchirent la Côte d'Ivoire depuis la mort de son premier président en 1993. Une frange du monde politique ivoirien, comme le FPI de Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié, accuse les étrangers, nombreux à travailler dans les secteurs du cacao et du café, de vouloir contrôler le pays. Alassane Ouattara, qui a grandi au Burkina Faso, est ainsi pointé du doigt par les camps Bédié et Gbagbo. Une manière de l'écarter du pouvoir. Ce débat explosif marquera toute sa trajectoire politique.
En 1999, Alassane Ouattara quitte le FMI et rentre en Côte d'Ivoire, où il prend la tête du parti RDR, toujours déterminé à jouer un rôle politique d'envergure. Mais c'est sans compter sur la détermination des autorités en place à lui barrer le chemin. En 2000, il annonce sa candidature à la présidentielle et en réaction, le pouvoir en place émet un mandat d'arrêt pour faux sur l'identité et usage de faux documents administratifs. Alassane Ouattara s'exile brièvement en France. À la veille de Noël, le destin de la Côte d'Ivoire bascule à nouveau. Le général Robert Gueye renverse Henri Konan Bédié. Bédié n'est plus le président de la République de Côte d'Ivoire. Certains y voient la main d'Alassane Ouattara, car l'un des auteurs du putsch est son ancien garde du corps, le sergent Ibrahim Koulibaly, dit IB. Les militaires mettent alors sur pied une commission chargée d'élaborer une nouvelle constitution en vue de la présidentielle à venir. Et de nouveau, la candidature d'Alassane Ouattara est rejetée, la Cour suprême estimant qu'il est cette fois de nationalité douteuse. C'est Laurent Gbagbo qui remporte alors la présidentielle après avoir fait sortir la rue contre Robert Gueye. La violence a pleinement envahi la scène politique ivoirienne. 19 septembre 2002. Des militaires exilés au Burkina Faso tentent un coup d'État. Ils échouent à s'emparer du pouvoir, mais prennent Bouaké, puis occupent toute la partie nord du pays. Une nouvelle fois, Ouattara est pointé du doigt. Pour sauver sa vie, il s'exile en France avec son épouse, Dominique, femme d'affaires et de pouvoir, qui depuis près de 30 ans nourrit son ambition. Après avoir été repoussée 6 fois par Laurent Gbagbo, l'élection présidentielle se tient finalement en 2010. Je suis content pour qu'on va gagner la paix. On fait comment? Voilà, les enfants sont là, ils ont diplôme, il n'y a pas de travail. On fait comment? Si on a voté qu'on a la paix là, les enfants vont travailler. C'est pas ça. Henri Konan Bédié est revenu dans la course, mais la présidentielle de 2010 se conclut en duel entre Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. Les deux hommes revendiquent la victoire. Il y aura d'ailleurs 2 prestations de serment. Ouattara est déclaré vainqueur par la commission électorale, puis reconnu comme président par l'ONU, la France et les États-Unis. Laurent Gbagbo, lui, est donné vainqueur par le Conseil constitutionnel. La crise est totale. Elle fera au moins 3000 morts, selon l'ONU. Et finalement, Alassane Ouattara accède au pouvoir, appuyé par la France. Laurent Gbagbo, lui, est arrêté, puis envoyé à la CPI, où il sera jugé pour crime contre l'humanité. Celle-ci l'a depuis innocenté en première instance. Une fois élu, Alassane Ouattara lance une série de grands travaux pour redresser une économie en ruine. Il redore ainsi l'image du pays du cacao auprès des investisseurs étrangers. La croissance repart, elle oscille entre 7 et 8%. C'est l'une des plus fortes au monde. Des bons chiffres en façade qui ne masquent ni la précarité dans laquelle sont plongés des millions d'Ivoiriens, ni la corruption qui gangrène toujours certains secteurs. Plus globalement, les détracteurs d'Alassane Ouattara lui reprochent de ne pas avoir partagé équitablement les fruits de la croissance. Les années Ouattara sont aussi celles d'une relative stabilité, car malgré des mutineries, le pays n'a pas flanché. Reste une plaie encore vive, celle de la réconciliation nationale. Après la crise de 2011, il y avait urgence à apaiser un pays déchiré. 9 ans après, la déception est grande chez certains Ivoiriens qui ont le sentiment que seuls les adversaires d'Alassane Ouattara ont été inquiétés par la justice. Une justice des vainqueurs, également dénoncée par certaines organisations internationales. Et là est peut-être le dernier combat d'Alassane Ouattara, apaiser un pays miné par des tensions larvées pour éviter un nouvel embrasement.